Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci au professeur Audet pour l'invitation à venir échanger avec vous tous et toutes. Alors, c'est un grand plaisir. Alors, comme mentionné, le titre de ma communication est Cybermuséologie entre médiation et médiatisation, le musée virtualise. Tout ça va devenir un peu plus clair tout à l'heure. Alors, ce que je suis, un professeur-chercheur, évidemment, un directeur aussi des études chez nous en art, un muséologue, mais plus particulièrement un cybermuséologue, et autrefois un designer graphique. Je le suis toujours, mais je le pratique moins davantage aujourd'hui. Je fais partie de l'école multidisciplinaire de l'image, donc à l'Université du Québec en Outaouais. L'EMI, en fait. Et l'EMI, on a des programmes en art visuel, en bande dessinée, en design graphique, en muséologie et patrimoine, tant au niveau du premier cycle qu'au deuxième cycle. Alors, bien qu'il s'agisse d'un séminaire littéraire, en tout cas avec un angle littéraire, moi, mon angle d'approche pratique et théorique est celui de la muséologie. Alors, j'espère vous y intéresser par ma présentation. Alors, j'ai aucune prétention au niveau littéraire, mais ça m'intéresse en tant qu'individu. Alors voilà, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Alors, les objectifs de la communication, il s'agit d'un survol d'une exploration horizontale, évidemment. Ce sont les points de l'iceberg de mes pans de recherche. Donc, on ne verra pas le menu détail, évidemment. Aussi, je vous ferai grâce autant que possible de tout l'appareil théorique. Vous les avez retrouvés de toute façon dans les articles qui vous ont été donnés à lire. Alors, à l'agenda, il y a une mise en contexte de l'univers de la cybermuséologie. Qu'est-ce que la cybermuséologie? Une mise en perspective du concept qu'est la virtualité, qui peut être assez galvaudée. La figure du musée et ses postures. La dynamique médiation-médiatisation. Et la multimodalité et l'hypermodalité. Et enfin, la cybermuséologie et les différents niveaux d'interprétation muséale, donc en termes de récit, en fait. Je vais passer assez rondement, le rythme va être assez rapide, ce qui devrait nous laisser du temps pour les questions à la fin. Donc, je vous invite à les prendre en note au fur et à mesure. Voilà. Donc, une mise en contexte de l'univers de la cybermuséologie. On s'appuie d'abord sur des pratiques, à savoir les 4 fonctions muséales. Les 4 fonctions muséales que sont l'exposition, l'éducation, la conservation et la recherche. Tout cela engendre des figures hypermédiatiques qui en découlent. Si on part de nos chères fonctions, alors de l'exposition en contexte cybermuséal, ça nous donne la cyberexposition. On va regarder tout ça de plus près. En éducation, les activités de cyberapprentissage. En conservation, les bases de données numériques et la cyberinterrogation des collections. Et enfin, la recherche pour une mise en réseau des travaux de recherche et l'identification, comparaison par image de muséalia. Muséalia étant le pluriel d'objets de musée et muséalium étant le singulier. Donc, en termes d'objets de musée, on est confronté en muséologie aux artefacts, ce qui est produit par l'homme, aux écofacts, à mon sens, qui est produit par la nature, et aux œuvres artistiques. Donc, 3 cas de figure principal. Alors, la cybermuséologie, qu'est-ce que la cybermuséologie? Bien, tout simplement, c'est le champ d'étude et d'enseignement, c'est une réalité, d'une réflexion théorique qui questionne les pratiques cybermuséales, donc les cas de figure hypermédiatiques qu'on vient de voir. Donc, très brièvement, maintenant, quelques exemples afin d'illustrer rapidement ces figures médiatiques-là. Donc, ici, on a Trésor carolingien de la Bibliothèque nationale de France. À noter que la Bibliothèque nationale de France est assez souvent exemplaire sur le plan des cyberexpositions. Les activités de cyberapprentissage. Alors ici, un exemple, j'aurais pu en mettre plein d'autres. Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, bien souvent, en termes de cyberapprentissage, il s'agit de stratégies soit ludiques ou expérientielles qui ont pour objectif de consolider l'acquisition des connaissances qui sont relatives à des expositions qui se déroulent au musée, mais aussi qui sont relatives à des cyberexpositions, à leur contenu. Maintenant, ici, cyberinterrogation des collections. Alors, Musée canadien d'histoire, interface récemment renouvelée, par ailleurs.
Par champ de recherche, tout simplement, hein, on utilise les codes d'un peu de l'archivistique. Donc, par mots-clés, ce qui nous permet d'obtenir des images d'objets et des fiches signalétiques. Enfin, la mise en réseau des travaux de recherche. Ici, un exemple du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc, mise en réseau des travaux de recherche, identification, comparaison. Il faut savoir que, et je l'ai encore confirmé cette semaine avec le Musée canadien de la nature, les chercheurs utilisent les images haute résolution qui sont mises en ligne pour le bien de l'identification et de la comparaison, par exemple, de spécimens. Donc, une diffusion également des documents, des dossiers de recherche scientifique. Voilà. Peu importe la classe de l'objet qui est à l'issue en amont de ces recherches-là. Ça permet un accès qui est quasi universel. On dit que l'Internet est universel. Disons plutôt que l'Internet est quasi universel, question d'accessibilité, pour les chercheurs du monde. Évidemment, ça se fait usuellement en parallèle des canaux plus orthodoxes de diffusion des travaux scientifiques. Alors, cyberexposition, quoi qu'il en soit, donc au fin de cette conférence, on va s'en tenir principalement à la figure médiatique qui est la cyberexposition. Alors, qu'est-ce qu'une cyberexposition? Vous me permettrez d'en faire la lecture pour être plus efficace. La cyberexposition est un énoncé qui est conçu et réalisé en fonction des fondements pratiques et théoriques relatifs au concept empirique qu'est l'exposition muséale classique et matérielle. Elle est technologiquement numérique, transmise par le réseau qu'est l'Internet, articulée par le protocole qu'est le Web, dotée de caractéristiques hypermédiatiques propres aux médias ainsi impliqués, et enfin portée par l'écran et donc implicitement par l'interface. L'interface joue un rôle majeur, évidemment, dans le contexte de la cyberexposition. Poursuivons avec notre point 2 à l'agenda de la communication, une mise en perspective du concept qu'est la virtualité. Je ne prendrai pas trop de temps sur ce point-là, mais quand même, c'est important de définir le contexte qui articule, en tout cas, mon idéologie par rapport à la virtualité. On pourra y revenir au plan des discussions tout à l'heure. Alors, dans le cadre de cette exposition-ci, nous retiendrons l'acception proposée par Bernard Deloche, un muséologue, chercheur français. Donc, le terme virtuel vient du latin virtus, qui signifie la puissance ou la capacité à faire quelque chose, Aristote. Ainsi compris, le virtuel ne désigne ni les réels, ni le numérique, ni l'image de synthèse. Il n'est que du réel en puissance d'être actualisé. Donc, en puissance d'être actualisé. C'est, en fait, le fait qu'à un problème donné, virtuel, il est possible d'apporter plusieurs solutions concurrentes, donc des formes d'actualisation. En ce sens, le virtuel, la virtualité, ne s'oppose pas au réel, mais bien à l'actuel. Alors, donc, problème donné, le muséal, des solutions concurrentes, des formes d'actualisation, qui sont, comme par exemple, l'exposition au musée, le catalogue, la cyberexposition, sous toutes ces formes d'actualisation. Donc, à la problématique de la virtualisation du champ muséal, il y a plusieurs cas de figure d'actualisation, dont la cyberexposition. Ce qui m'amène à vous amener à une précision, en fait, importante. Par rapport à l'entendement qu'on vient d'observer, ça m'a amené à consolider une certaine position sémantique. J'entendais souvent les gens dire, musée virtuel, muséologie virtuelle, exposition virtuelle, tout devient virtuel. Mais qu'est-ce que la virtualité? On vient de le voir. Et dans le cas qui nous intéresse ici, j'ai cherché pendant un bon bout de temps une façon de nommer, d'identifier le cas qui nous intéresse, l'exposition en ligne. Et donc, en regard de ce qu'on vient de voir, j'en suis arrivé à privilégier l'utilisation du préfixe cyber, donc ce qui existe par l'entremise d'Internet, ce qui nous amène à cybermusée, cyberexposition, cybermuséologie. D'autres cas de figure d'appellation sur le plan sémantique, musée, exposition, muséologie en ligne, ce seraient évidemment des synonymes acceptables, mais à mon sens un peu moins pratiques. Musée, exposition, muséologie numérique, très bien. Ça décrit le cadre ontologique médiatique qui nous intéresse. Par contre, c'est plus large. Hein? Ce qui est numérique inclut ce qui est en ligne, ce qui est cyber, et ce qui ne l'est pas également.
On peut tout à fait avoir une borne interprétative dans une salle de musée qui est numérique. Alors, ce n'est pas suffisant pour pouvoir préciser sémantiquement la cybermuséologie. Et exposition, musée et muséologie virtuelle, bien évidemment, je ne reviendrai pas sur ce que je viens de dire, mais il y a un flou qui existe et je préfère cyber. Alors, je défends la légitimité depuis plusieurs années de cette appellation-là. Maintenant, passons au point 3 de la communication de notre agenda, la figure du musée et ses postures. Alors, diverses solutions d'actualisation à la problématique muséale, nous l'avons vu, en termes de virtualité, nous amènent à une évolution de la réalité médiatique du musée. Ça s'est accéléré depuis les 10-15 dernières années, évidemment. On parle d'une posture qui est l'intramuros, donc l'action médiatrice au sein des murs du musée, un territoire circonscrit dans lequel on voit ce qui est au musée et ce qui se passe à l'intérieur des murs du musée en termes d'exposition, d'activités éducatives, programmation publique, culturelle, animation. Alors, on est circonscrit à l'intérieur des murs du musée. C'est la figure classique initiale. On est passé ensuite par aussi l'influence du mouvement de la nouvelle muséologie, muséologie sociale des années 70, début 80, la préséance des publics, l'importance des publics dans la muséologie, à la figure de l'extramuros. Donc, un territoire médiatique muséal qui est amplifié par le biais de musées, mais aussi d'expositions satellites. Je pourrais en nommer le Louvre à Abu Dhabi, etc., les Guggenheim de ce monde, etc., etc. Mais aussi par les dispositifs numériques et d'autant plus par la mobilité, qui nous est arrivé, rappelons-le, quand même assez récemment. Oui, on a eu les iPods autour de 2007, je crois. Mais la mobilité, nos appareils intelligents, nos téléphones intelligents nous sont advenus en 2011. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, la mobilité nous permet de jouer avec la frontière du musée. Donc, d'exister également à l'extérieur des murs. Et pour les musées, ça veut aussi pouvoir dire, de toute façon, depuis le milieu des années 90, d'exister en dehors des murs du musée par la cyberexposition. Maintenant, depuis environ les 5 dernières années, évidemment, la mobilité, comme je l'ai dit, ça nous amène tout à fait en 2011. Nous sommes en 2016. La posture du musée Transmuros, c'est une posture que je propose, en fait. C'est une mixité contextuelle qui allie l'intra- et l'extramuros. Donc, le transmuros, c'est le phénomène de la transversalité, donc un dialogue qui s'instaure entre les différents territoires, ceux du musée comme lieu identitaire et ceux de son territoire amplifié. Le phénomène qui a permis cette posture inédite, comme je l'ai dit, c'est la mobilité. Donc, elle pénètre les murs du musée, on le sait, et puis elle en ressort aussi, la mobilité, et vice-versa. Donc, on capte des contenus, on les fait interagir. Également, on réagit, on interagit avant, pendant et après une visite au musée. Donc, les figures du pré, du post, visite sont maintenant étendues. Tout ça dans la grande figure de la transversalité. Un petit retour sur le plan théorique. Donc, d'ailleurs, les actions médiatiques du musée, comme nous l'a proposé Duncan Cameron en 1971, la figure classique du musée Temple, un musée qui, comme lieu unique de la contemplation. Donc, c'était d'abord la figure initiale, puis évidemment celle du musée Forum, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, donc la nouvelle muséologie sociale des années 70, donc comme lieu d'échange, qui entretient des liens de parenté avec tout la primauté du public, des publics, je devrais dire, des années 80. Ce qui m'a amené, évidemment, à proposer une nouvelle posture, celle du musée virtualiste, musée virtualiste qui est dans le titre de la communication d'aujourd'hui. Alors, selon notre entendement étymologique précédent sur le plan de la virtualité, c'est le musée de tous les possibles. Nous en sommes là, donc toutes les occurrences de médiation possibles, transmuros, qui permet d'envisager et d'actualiser les 4 fonctions muséales. En fait, le musée de notre époque est un musée dont les territoires et les moyens et les publics sont multiples,
dans des mêmes temps, hein, donc dans des temps qui sont parallèles et transversaux. Enfin, et là on arrive au cœur aussi de la chose, la posture du musée virtualiste m'a permis de me rendre compte, en fait, il y a eu des chemins d'aller-retour en tout ça, que cette figure-là du musée virtualiste est rendue possible grâce à deux opérations médiatiques principales comme phénomène empirique, la médiation et la médiatisation. Alors, regardons de plus près ces deux opérations, ce qui m'amène au point 4 de notre communication d'aujourd'hui. Alors, la médiation, au cœur de la dynamique médiation-médiatisation, hein, tout un effort de diction. Tout d'abord, la médiation, alors, c'est en fait une consignation médiatique, tout simplement, soit formelle, visuelle ou sonore. Par quoi? Par la photographie numérique, par la vidéo numérique, par la numérisation 2D, 3D, mais aussi par la capture d'écran, ne l'oublions pas. Il y a des phénomènes qui se passent sur nos écrans et il est permis, autorisé, de les capter autant techniquement qu'au plan éthique, si c'est bien fait. Alors, juste un petit aparté, c'est important de bien différencier la médiation dans les termes que j'utilise présentement aujourd'hui, de la médiation muséale culturelle, hein, qui est en fait un champ qui est un peu plus grand, qui englobe bien des choses, l'exposition, l'éducation, la programmation. Donc ici, la médiation, de mon point de vue, elle est davantage technique. Donc, on fait la médiation technique, la consignation, hein, mais de quoi? Alors, de muséalium, alors d'un objet de musée ou de muséalia au pluriel, hein, des objets de musée. Et il est important de se poser certaines questions. Notre objet de muséal, est-ce qu'il est inerte? Est-ce qu'il est en mouvement? Est-ce qu'il émet un son? Est-ce qu'il en produit un son? Et également, quelle est la stratégie de médiation que l'on devrait sélectionner? Alors, est-ce qu'on devrait y aller capter, consigner par une image fixe? Une image en mouvement, une image 3D ou un extrait sonore. La question peut sembler de base, mais pourtant, c'est pas toujours, c'est-à-dire la meilleure stratégie, c'est pas toujours le cas. On n'opte pas toujours pour la meilleure des stratégies, des fois pour des questions financières, un manque de temps ou une mauvaise planification. Et c'est dommage parce que ça a des impacts sur le plan de la représentation. Alors, différents cas de figure par rapport à notre objet muséal, indépendamment de ses conditions, ça doit conditionner le choix du dispositif de médiation. Alors, de nos trois classes d'objets muséaux, que sont les artefacts, les écofacts et les œuvres artistiques, ici, les œuvres artistiques, alors, il s'agit, selon le cas, de capter soit l'inertie, parce que oui, on peut capter l'inertie, le mouvement ou le son. Alors, je vous ferai grâce des différents cas de figure ici, des conditions de l'objet qui est l'œuvre artistique. L'artefact, alors, même chose, capter l'inertie, le mouvement ou le son. Et les écofacts, encore une fois, selon le cas, capter ce qui relève matériellement de l'objet. Par ailleurs, et donc, peu importe la classe de l'objet dont on fait la médiation, ce qui en résulte par la consignation, c'est le substitut. Et le substitut, s'il n'y a pas de substitut, il n'y a pas de cyber-exposition. Hein, c'est clair. Et le substitut a été au cœur, au milieu des années 90, au début de ma pratique, entre autres. On opposait souvent muséologie, cybermuséologie. De toute façon, on n'obait pas ce champ-là de pratique dans ces termes-là et théoriques. On se disait, mais c'est pas de la muséologie parce que l'objet réel n'est pas là. Hein? Il n'y a pas l'aura de l'objet, etc. Donc, on opposait muséologie, cybermuséologie, pratique muséale, pratique cybermuséale, parce qu'il n'y avait pas d'objet. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, aujourd'hui, comme dirait notre ami Trudeau, nous sommes en 2016, il ne s'agit pas d'opposer, hein, mais de voir ça comme étant une complémentarité, en fait. Le substitut est là pour représenter l'objet. Donc, le représenter de quelle façon? Il permet de mettre en présence
par la représentation iconographique, l'objet absent, la vraie chose, Cameron 68, au plan informatif et symbolique. Alors, tout est là. La cybermuséologie, les actions cybermuséales sont fondées sur le substitut. 3 enjeux qui relèvent de la médiation, de la consignation. Premier enjeu, traduire au mieux la matérialité de l'objet. Par les moyens techniques, les dispositifs qu'on a vus, il s'agit techniquement de bien le faire, mais aussi d'avoir une planification. Par exemple, les premières tentatives et les premiers grands projets de numérisation de nos fonds muséaux ont eu tendance à éliminer des indices de la matérialité de nos objets. Par exemple, les photographies, si on prend par exemple les photographies du milieu du 20e siècle, photographies qui avaient souvent un cadrage blanc, un cadrage en dentelle au plus droit, eh bien, quand nos institutions ont numérisé ces photographies-là, ils ont retranché le cadrage, pour la plupart. Alors, on arrive à une image d'image, à quelque chose de beaucoup plus plat. On oublie et on fait oublier que ce qu'on donne à voir est d'abord et avant tout un objet. Alors, même chose avec les cadres des tableaux de l'histoire de l'art. Alors, il y a eu un réflexe de supprimer les cadres des tableaux, quand on sait que les cadres sont un indice matériel important quant à l'objet qui est l'œuvre d'art. Alors, ça, c'est évidemment des réflexes qui se sont exercés au début des pratiques. Mais le sujet de la médiation, n'oublions pas, c'est pas une image, c'est un objet avec une dimension, une épaisseur, une facture, un relief, une texture, etc. Donc, le projet, c'est de donner à voir par une image une matérialité et de donc pas donner à voir une image d'une image. La médiation est davantage qu'une simple opération de reproduction technique. Deuxième enjeu, consigner le patrimoine culturel immatériel comme point de repère à sa réactualisation. Ici, Manger ensemble du Musée de la civilisation du Québec sur le patrimoine culinaire québécois. On doit consigner des témoignages vivants pour s'assurer du legs. Alors, de l'oralité, des gestes techniques ou artistiques. C'est hyper important, il ne faut pas l'oublier. La préservation du PCI, du patrimoine culturel immatériel, passe par sa réactualisation et cette réactualisation-là doit trouver ses repères. Alors, la cyberexposition est un repère. Dernier enjeu, la pérennisation du patrimoine matériel culturel. Alors là, sur un plan matériel, comment pérenniser, évidemment, par le substitut. Ici, un cas de figure, et j'aurais pu en ajouter plusieurs, évidemment, parce qu'au cours des 2 dernières années, avec tout ce qui s'est passé en Syrie, on a vu, ne serait-ce qu'à Palmyre, des pans du patrimoine matériel se faire détruire. Ici, les Bouddhas du Bamiyan, devenus absents par le terrorisme culturel. Donc, on veut détruire l'identité culturelle en détruisant les témoins matériels d'une culture. Alors, tout ce qui nous reste maintenant, ce sont des photographies de l'avant, de l'après, mais malencontreusement, aussi une vidéo qui a été captée lors de la destruction, du bombardement de ces statuaires-là, qui ont été mis en ligne par les acteurs de cet acte de terrorisme-là culturel. Maintenant, de la médiation, de notre dynamique médiation-médiatisation, passons maintenant à la médiatisation. Qu'est-ce que cette opération-là? Donc, c'est littéralement, tout simplement, mettre en média. Donc, dans un format médiatique donné. Et tout est là, mettre en média dans un format médiatique donné. À chaque média, des codes. Donc, médiation est conséquemment régie par les codes du média impliqué. Ici, différentes productions médiatiques muséales, usuelles, le catalogue de musée qu'on connaît comme figure, la revue muséale, l'exposition, figure classique, et les différentes productions hypermédiatiques. On pourrait nommer les affiches et autres. Mais parlons de ce qui nous intéresse ici, la cybermédiatisation. Donc, ces figures, comme nous l'avons vu précédemment, la cyberexposition, les activités de cyberapprentissage, cyberinterrogation des collections, ces différents contextes disciplinaires muséaux, parce que c'est hyper important. La muséologie, je dis souvent que toutes les disciplines mènent à la muséologie et la muséologie mène à toutes les disciplines. Dans le cas précis qui nous intéresse, prenons la typologie qui est promulguée
par le ministère de la Culture québécois. Donc, volet artistique, le volet historique, ethnologique, anthropologique et archéologique, et scientifique, à savoir les sciences naturelles et les sciences et technologies. Il y a des approches, il y a des façons de faire qui sont disciplinaires et qui sont transférables sur le plan de la cyberexposition. Alors, cybermédiation, médiatisation, selon des codes, deux grands types de codes, code cybermuséaux. Alors, en principe, sur le plan de la cyberexposition, comme sur le plan de l'exposition, de grandes thématiques, des sous-thématiques, en autant de zones, voire de rubriques sur le web, articulées par un parcours. Le parcours demeure toujours un fait. Et les codes du cybermédia, donc d'une part la multimodalité. Alors, tout simplement, la multimodalité, c'est de faire se conjuguer les différents modes que sont le texte, l'image et le son. L'hypermodalité, évidemment, ce sont les capacités de relation signifiantes entre ces modalités-là, image, texte et son, par les hyperliens voulus, planifiés, qui seront non seulement fonctionnels pour le plan de la navigation, de l'ergonomie, mais que l'on voudra signifiants. Résultat, une hyperconfiguration multimodale et signifiante. Donc, concrètement, il s'agit de croiser et de cumuler les différentes modalités que sont l'image, le texte et le son pour créer du sens. Soit sur un même plan interface, sur un plan synchronique, ou sur une succession de plans interface, donc diachroniques, selon les hyperliens utilisés, mobilisés. J'en arrive ici au dernier point de la communication, le point 5. Un point qui a un peu plus de tentacules par rapport à la littérature, bien humblement. La cybermuséologie et ses différents niveaux d'interprétation muséale. Donc, tout d'abord, le récit. Dans un contexte muséal, il implique qu'on veut bien raconter un événement, faire le récit d'un personnage, d'un objet, d'une collection, d'une découverte, d'un processus, d'un procédé, d'un phénomène ou encore d'une production artistique. On souhaite faire des relations de faits vrais, de faits véridiques. Le musée est l'autorité de la validité scientifique. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui nous amène à prendre position par rapport au discours muséal. Un discours qu'on voudra tenir le plus loin possible d'une opinion ou d'une idéologie. Donc, malgré sa marque d'énonciation, le musée se veut neutre. Évidemment, il reste toujours que c'est le musée qui est l'émetteur. On ne peut pas complètement être dans une pure objectivité, mais il reste que c'est un objectif qu'on se donne. Donc, le musée, plutôt, davantage, donne la parole au sujet, les sujets que sont les objets et les individus. Donc, il offre des points de vue. Le dialogue, évidemment, qui dialogue dit interlocuteur, donc entre le musée et ses publics, parce que on dit souvent qu'il y a un musée, un grand public, qu'il y a un public, un grand public, et en fait, il faut toujours décomposer les publics en divers profils, tant sur le plan sociodémographique que sur le plan, dans le cas qui nous concerne, technologique. Récit et dialogue imposent donc minimalement des messages, donc des points de vue, d'où l'importance de l'intention. Raconter, communiquer, mais dans quel but? Selon quel objectif? Lorsqu'on donne à voir et à savoir, on le fait pourquoi? Donc, plus particulièrement, il s'agit de faire vivre une expérience et comment on voudra la faire vivre. Donc, comment penser les objectifs au sein d'une chaîne de modulation du récit muséal, en tenant compte du producteur musée et du visiteur utilisateur, à deux pôles. Tenant compte de la multimodalité, tenant compte de la progression du récit, allant du niveau connotatif au niveau dénotatif. Donc, brièvement, appliquons cette chaîne de modulation, voire de progression du récit, à des contextes médiatiques précis. Donc, niveau 1, connotatif, représenté pour donner à observer et à apprécier. C'est le premier niveau, donner à voir, par la représentation, donc par le substitut. Ici, l'objet sujet est un colibri. J'aurais pu prendre bien des choses. Donc, un écofac. Et il serait tout à fait bête de donner à voir un colibri par la simple image fixe.
Un colibri est en mouvement. Un colibri émet des sons. Et un colibri aussi est dans son environnement, dans son écologie. Et cette écologie-là n'est pas neutre. Cette écologie-là est en mouvement et il y a des sons qui en émergent. Donc, image en mouvement et son. Voilà, j'ai décalé. Merci. C'est ce qui arrive quand je m'emballe. Niveau 2, connotatif. Toujours. Donc, identifier, une fois qu'on a représenté, donc identifier pour donner à situer. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Donc, ici, une toile, donc une œuvre artistique portant le titre Decking Around the Tree. Modalité qui est mobilisée ici, principalement le texte. Les fiches signalétiques sont surtout constituées de textes, d'éléments textuels. Le niveau 3, connotatif et dénotatif. Donc, c'est pas simplement qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'on peut en dire. Hein? Donc, décrire pour donner à connaître. Donc, l'objet ici que j'ai isolé est un objet de consommation, l'aspirine. Alors, un artefact, un objet de science. Voilà. Donc, les modalités qui ont été mobilisées dans ce cas-ci sont l'image, le texte et le son par une narration. Voilà, je suis encore en décalage. Désolé. Finalement, niveau 4, dénotatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment? Donc, d'un point de vue complémentaire, donc expliquer, témoigner, démontrer, hein, 3 pôles importants, pour donner à comprendre. Ici, une pratique autochtone, le tannage, donc soit un élément du patrimoine culturel immatériel, et ce serait encore là tout à fait bête de le donner à voir, surtout à comprendre par une image fixe. Donc, la vidéo est primordiale pour traduire le geste, pour traduire aussi tout ce qui est non-verbal sur le plan de l'expression d'un individu ou de plusieurs individus qui sont au cœur de certaines pratiques du patrimoine culturel immatériel. Enfin, sur le plan du dialogue, par la part de la posture du musée Transmuros, donc cet apport-là au récit, eh bien, c'est un apport qui se veut sur le plan de la participation et de la collaboration, ce qui est participatif et collaboratif. Hein? On est en plein dans ce contexte-là médiatique. Ici, courte pointe canadienne, hein, un exemple, le visiteur utilisateur peut soumettre un artefact. Il le soumet par diverses modalités, hein, pour constituer une fiche signalétique. Il soumet par la soumission d'une image pour représenter l'objet, hein, par le texte pour l'identifier, hein, tous les niveaux qu'on vient de voir du récit, et aussi le texte et l'image pour bien faire comprendre l'objet, et la pratique qui est derrière, qui articule la fabrication d'une courte pointe. Deuxième exemple ici, toujours dans le contexte participatif collaboratif, donc représenté pour donner à observer et à apprécier par la photographie. Ici, Instagram, Musée des Beaux-Arts de Montréal, pour l'exposition de Mapplethorpe à Focus Perfection. Donc, partage de photographies Instagram par la modalité qu'est l'image, mais n'oublions pas aussi, il y a toujours des commentaires qui peuvent s'inclure par les médias sociaux. Alors, le texte également. Et ça offre ici différents points de vue photographiques, non officiels, donc des points de vue qui nous sont offerts par les visiteurs. Il y a aussi tout un sentiment d'appropriation qui est engendré par ce phénomène-là. Dernier exemple, pour terminer, toujours dans le même contexte participatif et collaboratif, donc expliquer, témoigner, démontrer, hein, un niveau qu'on vient de voir, pour donner à comprendre, ici par la vidéo. Encore une fois, une technique artisanale, l'atelier de broderie. Donc, nous sommes au musée McCord. Et par Instagram, donc le partage d'une vidéo qui nous permet de prendre acte d'une expérience ici de la technique de la broderie. En conclusion, tout ça, tout ça dont on vient de discuter, pose la question du partage de l'autorité. Cas de figure initial, le musée-temple, le musée étant l'autorité, haute autorité du savoir,
et donc de la diffusion des connaissances qui sont reléguées par ces savoirs-là. Donc, même si le musée demeure le principal énonciateur, hein, les publics, maintenant, prennent à leur tour la parole. Nous sommes dans une ère où tout le monde veut donner son opinion et tout le monde a une opinion sur l'opinion de tout le monde. Hein? Alors, bien qu'il y ait qu'on peut y voir quelques dérapages sur le plan médiatique d'un point de vue social, dans le cadre de la muséologie, il y a quand même des filtres, c'est-à-dire que les commentaires qui sont émis sont quand même régis par le musée. Quoi qu'il en soit, le territoire médiatique du musée est devenu, je devrais dire, partagé. Donc, le récit muséal s'en trouve bousculé dans sa linéarité. Donc, il est le musée est un peu moins confortable dans cette situation-là. Par contre, nous avons un discours qui est empreint d'un récit qui est partagé. Les écrans se démultiplient dans l'espace de médiation, donc par la transversalité. Donc, celle-ci, comme phénomène, autorise différents points d'entrée au récit. Et voilà. Maintenant, place à la discussion. Merci. Merci beaucoup, Éric Langlois, pour cette traversée, à la fois une mise à plat des réalités, des éléments sémantiques pour pouvoir bien désigner ce dont on parle. Effectivement, une borne dans un musée, c'est pas la même chose qu'une plateforme ouverte sur un territoire beaucoup plus large que les murs même du musée. Donc, on va prendre quelques questions, peut-être donner priorité d'abord aux étudiants du séminaire, mais évidemment, après, pouvoir ouvrir la discussion de façon plus large. Bonjour, merci Bonjour. Pour commencer pour votre présentation. C'est un plaisir. Vous avez parlé un peu de mobilité tantôt. J'aimerais savoir, selon vous, ce que la mobilité apporte ou change aux pratiques de cybermuséologie. En fait, c'est vraiment lié à l'expansion puis à la porosité des territoires. Au début de ma pratique, parce que j'ai été en pratique cybermuséale, entre autres chez Déclic, et on apprenait à faire ce qu'on faisait en le faisant. Hein, ce qui m'a amené d'ailleurs, quelques années après, à vouloir théoriser tout ça, essayer de comprendre ce qu'on faisait. Alors, à cette époque-là, le cas de figure médiatique était vraiment l'interface web avec les limites qu'on avait à l'époque, 256 couleurs, des modems où on avait de la friture sur la ligne, etc., etc. Mais, quoi qu'il en soit, l'utilisateur, visiteur, devait être devant son poste, son ordinateur. Et les ordinateurs, à l'époque, souvenez-vous, de quoi ils avaient l'air, on était loin de les transporter dans notre poche. Alors, 2011, la mobilité, ça a tout changé parce que, évidemment, il était difficile de prévoir le contexte d'appréciation de ces figures médiatiques-là. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait très bien concevoir différents contextes à la maison, au travail, etc., milieu scolaire. Mais maintenant, l'utilisateur, visiteur, peut être partout. Il peut être partout. Il peut être tant chez lui, dans son univers privé, que dans l'espace public, que dans des espaces publics dont le musée en fait partie. Alors, il est toujours dans un environnement où il y a des choses qui l'influencent aussi, il y a des choses qui peuvent le distraire, mais il y a des choses aussi qui peuvent interférer au niveau, aussi positivement au niveau du récit. Donc, principalement, c'est ça qui a changé. Ça a posé quelques défis comme la miniaturisation de nos écrans. Hein? Alors, ici, ça pose un défi. Il faut prévoir que nos configurations intermédiatiques doivent pouvoir se consulter sur différents écrans, un grand écran, écran de format moyen, petit écran, à l'horizontale, à la verticale. Donc, ça fait beaucoup de variables. Et ça pose un point de vue tant technique. Et si ça pose un point de vue technique, mais ça pose un point de vue sur les codes qui sont mobilisés. Alors, on sait très bien que sur un petit écran comme ça, on doit hiérarchiser les contenus.
Alors, qu'est-ce qu'on va donner à apparaître en premier? L'image, évidemment. Très difficile d'apprécier une image à sa pleine valeur sur un petit écran. Donc, ça a apporté des défis techniques, mais également des opportunités, c'est-à-dire que, évidemment, la mobilité a permis une plus grande accessibilité à des productions cybermuséales, sur le plan mondial également. Si on prend, par exemple, l'Afrique, hein, on sait que les appareils mobiles ont permis d'étendre et de configurer des réseaux de communication beaucoup plus efficaces, hein, parce que sans fil. Alors, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Pour continuer sur la mobilité, dans le fond, puis aussi pour cette notion aussi de points d'entrée multiples aussi. Je regardais surtout au niveau du cyberapprentissage, dans le fond, des données plusieurs, je pense que j'ai pas d'exemple précis en tête, mais supposons surtout pour les enfants, supposons pour les jeunes adolescents, on donne une certaine narrativité à l'exposition, justement, une façon de raconter l'exposition. Je me demandais, la mise en réseau comme ça, puis la cybermuséologie, avec tout ce que ça apporte, justement, ça démultiplie les façons de lire les expositions, puis ce qu'on a. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui s'accompagnait aussi d'une certaine fragmentation du public? Mm-hmm. Est-ce que le public est un peu moins uniforme, dans le sens qu'il rentre, non seulement tout le monde a son opinion sur ça, mais aussi personne, selon les publics ciblés, ils rentrent pas de la même façon dans l'exposition, justement, dans l'objet muséal. Oui. Oui, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un grand public, mais qu'il y a des publics, auparavant, on dressait des profils sociodémographiques, puis on s'enlignait vers certains axes comme ça. Maintenant, il faut se poser aussi la question du profil technologique des utilisateurs-visiteurs. Donc, est-ce qu'on fait face à un groupe qui est faiblement, moyennement ou hautement familiarisé avec les technologies? Pour donner un exemple, tout le long de l'évolution de ce champ de pratique-là, il y a eu évidemment évolution technologique. Je prends par exemple vers la deuxième partie de la décennie des années 90, est arrivé Adobe Flash Player. Bon, nous étions très heureux. On pouvait mettre des contenus et c'était des contenus plus importants, mais ça demeurait quand même assez léger. Par contre, les utilisateurs devaient télécharger le logiciel Adobe Flash Player parce qu'il n'était pas inclus dans les principaux navigateurs. Donc, les musées, les institutions muséales étaient un peu frileuses à devoir demander aux utilisateurs de télécharger. Donc, évidemment, d'une part, on pouvait perdre des gens qui étaient intéressés à consulter ces médiatisations-là, mais en même temps, il fallait aussi évoluer. Alors, ça, c'est un des aspects. Aujourd'hui, on peut voir que le visiteur utilisateur lambda est moyennement familiarisé avec tout ça. Hein? Je n'ai pas les dernières statistiques d'utilisation des appareils mobiles en tête, là, mais il y a à peu près 50% des foyers au Québec qui ont un iPad, une tablette, qui ont un iPhone, etc. Donc, c'est quand même, on n'est plus où on était. Les technologies numériques peuvent s'inclure dans les propositions médiatiques de façon adéquate et efficace. Sur le point de la fragmentation, évidemment, tous les cas de figure que j'ai cités, que j'ai énumérés en répondant à la question précédente, nous amènent à avoir des publics plus fragmentés parce que contextes d'utilisation différents. Un des contextes sur lesquels j'aimerais bien souligner aussi, c'est l'intrusion de ces appareils-là à l'intérieur de nos expositions. Donc, des liens sémantiques de sens sont proposés au sein de l'exposition physique matérielle au musée. Il y a déjà souvent
des moyens technologiques qui sont offerts, donc des interfaces, des écrans qui démultiplient l'espace interprétatif du musée. Et en plus, l'utilisateur y arrive avec son appareil. De base, il peut communiquer, partager par les médias sociaux ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de vivre comme expérience. Mais le musée aussi peut concevoir des applications mobiles téléchargeables, donc qui entrent aussi dans cette complexité-là médiatique de l'exposition. Donc, s'il n'est pas fragmenté, en tout cas, la figure du visiteur, elle est beaucoup plus complexe qu'elle l'était. Il faut offrir plusieurs points de vue, points d'entrée au récit. Et le grand défi, c'est le savoir-faire pour le producteur musée, une conscience de la réalité des différences médiatiques, des codes médiatiques de ces moyens-là, mais également aussi certains obstacles en termes de ressources budgétaires et ressources humaines et spécialisation aussi des ressources humaines. Alors, tout ça peut faire en sorte de réduire ou en tout cas d'être plus ou moins apte à faire face à cette figure-là du visiteur-utilisateur qui est de plus en plus complexe. Je vais peut-être juste transmettre une question d'une étudiante qui n'est Bien pas sûr. là, mais qui nous regarde à distance. Bien sûr, avec plaisir. Elle fait demander quel est le plus grand défi pour le passage entre un musée-forum et le musée Virtualis. De quelle façon il faut pouvoir gérer cette transformation-là, ou qu'est-ce que ça implique, peut-être du point de vue de la façon de concevoir la mission ou les moyens du musée? Bonne question. En fait, à l'initiale, la figure du musée Forum, des années, disons, 80, début 90, c'était quand même plus simplifié, c'était beaucoup moins complexe. Entrevoir le musée comme étant un lieu d'échange, de dialogue, ça se passait par quoi au musée physique? Bien, ça se passait par des ateliers, ça se passait par des conférences, ça se passait par des visites guidées, essentiellement, par l'animation culturelle, la programmation publique. Maintenant, en tout cas, à mon sens, ce que je propose comme figure, le musée Virtualis, traduit, en fait, et ça revient tout à fait à ce que je viens de dire, traduit ce niveau de complexité-là. Quand je dis complexité, c'est pas péjoratif forcément non plus. Complexe, ça nous amène à beaucoup plus de possibilités, plus de facilité aussi pour le musée d'être auteur de ses propres médiations parce que on a un peu plus quand même de facilité technique et de rapidité aussi, tant à mettre en ligne, et quand je dis en ligne, là, c'est sur les différentes plateformes, les occurrences médiatiques, mais aussi de les mettre à jour, de venir changer des contenus. Le musée est maintenant apte par des dispositifs d'arrière-scène techniques, donc de pouvoir venir changer des contenus, modifier, en ajouter, etc. Auparavant, tout ça, ce phénomène-là de pouvoir paramétrer au fur et à mesure les contenus, c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux. Les productions médiatiques se faisaient, on les faisait de point A au point Z, tout ça était encrypté, programmé, mis en ligne. Et une fois que c'était là, faire des changements était beaucoup plus fastidieux. Donc, la figure du musée Virtualis veut, je pense, simplement traduire la complexité, je pense qu'on va un peu en positif que de défi du contexte médiatique dans lequel nous nous présentons, nous sommes actuellement. Alors, voilà. Mais je pourrais continuer à réfléchir à la question, par contre. Question très concrète, malgré qu'on joue avec des concepts. Oui. Je vais y répondre, moi, plus tard. Moi, j'aurais deux questions, en fait. Je vous les pose les deux, puis vous répondrez dans l'ordre que vous préférez. Quand on parle de mobilité, moi, il me venait à l'esprit tout ce qui relève de la réalité augmentée. Il me semble qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se passer là, dans les musées autour de ça. J'aimerais ça juste vous entendre là-dessus, sur soit les possibilités, les défis ou
ce qu'il y a de ce côté-là. Et l'autre, c'est une question, je dirais, plus personnelle à la limite, parce que là, vous baignez dans la réflexion sur le musée possible, avec tous ces possibles inclus dans l'idée de musée virtualiste. Je me demandais, vous, est-ce qu'il y a des projets possibles que vous rêveriez de voir s'actualiser avec soit les technologies actuelles ou les types d'expos actuels? Est-ce qu'il y a des fantasmes de muséologues que vous voudriez partager avec nous? Bonne question. OK. De un, la réalité augmentée. On est en plein dans cette exploration-là, expérimentation-là, hein, évidemment. On l'a vu, par exemple, avec Robert Lepage, qui est au Musée de la Civilisation présentement, après avoir été à Montréal. Je dois avouer, être sincère envers vous, les premières tentatives de réalité augmentée, de toute façon, techniquement, ça ne se passait pas, c'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Il y avait quelque chose qui m'agaçait là-dedans. Et je m'explique. Je vais faire référence à un cas précis, Second Life. Okay? Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de la plateforme Second Life. Donc, un univers qu'on voulait mettre sur pied, un univers numérique, qu'on disait virtuel. Je n'entrerai pas encore dans mes précisions. Et donc, on construisait des lieux, donc graphiquement, par la modélisation, on construisait des lieux dans cet espace-là, dans cette fenêtre-là ouverte par l'écran, et dont certains musées, hein, qu'on disait musées. Il y a toujours eu un côté un peu, je dirais, bricolage, un côté maladroit. Aussi le fait de peut-être mettre d'abord et avant tout cette forme médiatique-là, technologique, au-delà d'une bonne planification muséale. Ce qu'on y retrouvait avait plus ou moins de valeur. La façon dont on les présentait également. J'irais même jusqu'à dire qu'il y avait un certain côté kitsch à la chose. Et je suis pas mieux que les autres là, pour avoir fait au milieu des années 90, certaines tentatives de vouloir graphiquement représenter des lieux à l'écran. Hein? Et ça, je pense que ça venait d'un réflexe de sécurité, c'est-à-dire on voulait se rassurer en représentant des lieux construits à l'écran pour justement se rassurer et se donner des points de repère. Et je me suis vite rendu compte que ça devenait plus lourd que d'autres choses, OK? Qu'on pouvait très bien prendre ce médium-là, hein, qui nous donne à voir par l'interface, donc prendre l'interface pour ce qu'elle est et l'exploiter pour ce qu'elle est dans un contexte muséal. Alors, une fois ceci dit, la réalité maintenant augmentée a évolué. Donc, maintenant, on ajoute des couches à nos écrans, des couches d'information, encore là, information multimodale, texte, image et son. Hein? Donc, l'utilisateur est appelé à voir certains contenus. L'application en rajoute. C'est efficace. C'est efficace parce qu'on se trouve dans un même temps et dans un même endroit. Alors, par la géolocalisation, on se trouve à être sur un X, en fait, d'un point de vue expérientiel et interprétatif. Et c'est intéressant. Je pense que ça l'est d'autant plus quand on est dans la figure du musée extramuros, donc dans les lieux, dans la cité, dans la ville. Si on prend, par exemple, tout l'art public, on peut en bénéficier grandement, les monuments historiques, etc., etc. Donc, je pense que la réalité augmentée est une façon de faire qui va gagner non seulement en popularité, mais va gagner en légitimité également. Maintenant, pour ce qui est de mes rêves, de mes projets, je répondrai à ça que mes rêves sont assez raisonnables, je dirais. Hein? Je suis dans un contexte scientifique, je suis dans des travaux de recherche, donc c'est ancré vraiment dans une pratique de recherche, une recherche appliquée. Ce qui va s'en suivre pour moi, ça va être d'aller vérifier vraiment comment on peut donner à voir et à comprendre, dans tous les niveaux qu'on vient de voir, au mieux les objets muséaux en fonction de leur classe. Donc, mon hypothèse, c'est qu'en fonction de l'objet,
on devrait avoir des stratégies qui sont diverses, qui sont différenciées, en fait, qui sont adaptées. Et ça, c'est probablement mon plus grand rêve. C'est un rêve, je pense, qui est réaliste. Et ce rêve-là va s'actualiser par une conscientisation, par l'évolution des pratiques, par une mise en commun, comme aujourd'hui, des connaissances, des savoir-faire. Et aussi, mon rêve aussi serait qu'il y ait une médiation plus efficace sur le plan de la représentation de la matérialité. Alors, c'est des rêves qui sont raisonnables, raisonnés, mais ce sont mes rêves. Moi, j'aurais une question qui est en fait sur le pendant de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. De l'exposé que vous avez fait, des documents que vous avez donnés, ça paraît être même pas le nec plus ultra, mais l'aboutissement de la cyberexposition. L'intégration totale dans l'environnement de l'individu, chez lui. Il pourrait être au musée, au MoMA de San Francisco ou autre. Comment c'est envisagé, comment vous l'envisagez d'un point de vue de chercheur? Et est-ce qu'il y a des initiatives pratiques qui sont faites dans ce sens en ce moment? Oui, il y a des initiatives. Autant quelque part, j'ai eu une vision dans mes démarches, mais autant j'ai voulu être raisonnable, c'est-à-dire que même dans ma pratique, j'ai toujours mis d'abord et avant tout les objectifs muséaux au premier plan et ensuite la technologie au second plan. Et je m'explique, c'est pas parce que je suis anti-technologie, loin de là. C'est que la technologie doit être au service de ce qu'on a à dire. C'est pas parce qu'il y a un caractère d'innovation, de nouveauté, qu'on doit absolument utiliser certaines technologies. Une fois ceci dit, ça remet plusieurs choses en perspective. Le NEC plus ultra, est-ce que le NEC plus ultra ce sont les environnements immersifs? Peut-être. Par la réalité augmentée? Peut-être. On voit que ça devient de plus en plus efficace. Il faut penser aussi à la facilité d'utilisation. Est-ce qu'un utilisateur visiteur dans son espace domestique, dans son espace privé, va se munir d'un casque, etc., pour pouvoir le faire? Probablement dans les années à venir, avec les dispositifs qui sont plus simplifiés, plus efficaces. Du côté de l'immersion, ça nous ramène à l'entendement de la virtualité comme étant l'expérience multisensorielle et immersive. Rappelons-nous, s'il vous plaît, que cette volonté-là n'est pas nouvelle. Elle est historique. On peut reculer avec les dioramas, les panoramas des 17e, 18e, 19e siècles. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Donner à voir un autre environnement, un environnement qui n'est pas physiquement accessible, un autre lieu, d'autres individus, d'autres objets, etc. On avait des moyens qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de mécanique, d'audiovisuel, d'optique, aussi de pictural, des scènes qui étaient peintes. Et il y avait un environnement qui était circonscrit, donc par exemple par des rotondes, etc., où on pouvait soit déambuler ou bien c'était des scènes qui défilaient devant nous. Mais la volonté était la même. Cette quête-là était la même. Elle est universelle. Cette quête-là, depuis le début de l'université, pas l'université, de nos sociétés, depuis le début de l'humanité, depuis les grottes préhistoriques, l'humain a voulu donner à voir par des signes, par des empreintes, etc. Donc, ça a débuté plus concrètement d'un point de vue pictural, donc pousser le dessin, la peinture du point de vue de la perspective. La perspective nous a donné des moyens de traduire une réalité qui n'était pas présente devant nous. Alors, la peinture, les œuvres peintes, le dessin, les gravures, etc. Et ensuite, évidemment, le grand changement de paradigme qui est apporté par la photographie. Il y a eu des dioramas, des panoramas photographiques. La photographie panoramique a aussi servi de nous
de simuler des contextes, donc par un substitut photographique de nous faire représenter d'autres lieux, et enfin, par un régime médiatique qui est numérique. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors, pour moi, tout ça est une évolution. Avec cette mise en perspective-là, ça donne beaucoup de recul, hein, pour ne pas jouer dans les pléonasmes, ça donne beaucoup de recul sur les objectifs qu'il y a derrière ce qu'on fait, la planification et les contenus qui sont derrière. La technologie doit être au service des contenus d'un point de vue muséal. Merci. Peut-être juste une dernière question avant d'aller à la pause, que je pourrais peut-être poser à Anna aussi par après, pour avoir deux points de vue, non pas pour vous mettre en conflit dans la meilleure réponse, mais au moins d'avoir deux perspectives. Faire tomber les murs du musée, c'est aussi venir réinterroger son mandat. C'est sûr qu'il y a toujours un mandat de patrimonialisation qui est là, qui est fondamental, mais on parlait des publics. Un musée est lié à un territoire, souvent. Des musées des beaux-arts, il y en a dans toutes les grandes villes, et chacun joue un rôle, mais souvent par rapport à un territoire donné, donc à un public donné, qui, par le territoire, est établi de facto. Si on fait tomber les murs du musée, on se retrouve sur un terrain de jeu beaucoup plus large, beaucoup plus grand, où il faut pouvoir être capable d'affirmer un créneau ou de pouvoir aller chercher un certain public. Comment est-ce qu'on peut jouer ou essayer de cadrer ce créneau? Comment on peut le revendiquer par rapport à d'autres institutions apparentées? Il y a certains musées qui sont très spécialisés et qui se démarquent, mais quand on est un musée d'art contemporain, un musée des beaux-arts, comment est-ce qu'on établit son public? Comment on va le chercher quand il n'y a plus de murs et donc plus de territoire naturel pour ce musée? Bonne question. Évidemment, on parle du champ muséal, donc évidemment, il y a tout le grand processus qui est la muséalisation. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça, mais de l'entrée de l'objet au musée jusqu'à sa diffusion, à sa présentation. On voit bien qu'aujourd'hui, les procédés de diffusion sont multiples. Oui, le territoire est étendu. Auparavant, le musée, et il y a encore, le musée, ça n'enlève pas le fait que le musée est encore aujourd'hui inscrit dans un lieu géographique précis, dans une culture précise, et qu'il y a une collectivité. Alors, il y a une identité collective qui émerge aussi par le musée et vice-versa. Le musée par et pour la société. Maintenant, le champ territorial du musée est étendu et donc son champ identitaire également. On peut les retrouver dans l'espace public. Je pense par exemple à Montréal, dans le métro, on va retrouver certaines vitrines de certains musées. Dans certains pays, dans certains aéroports, on le fait. Dans certains centres commerciaux également. Donc, le musée se retrouve un peu partout. Cette volonté-là d'étendre le territoire vient aussi d'une volonté concurrentielle. Il ne faut pas se le cacher. Les musées font partie du grand domaine du tourisme culturel. Et donc, on a pu voir, par exemple, en France, le musée Georges Pompidou s'ouvrir à Metz, par exemple. Et on a voulu, à Metz, par ce musée-là, revitaliser une cité, lui donner davantage de touristes, de visiteurs. Bon, ça s'est avéré plus ou moins vrai. C'est-à-dire que les gens, oui, ils vont, se déplacent pour visiter, mais ne demeurent pas nécessairement sur place pour 1 ou 2 journées, prennent le train, vont visiter, reviennent. Bon. Ceci dit, c'est quand même le Centre Pompidou qui se donne un autre lieu identitaire. Même chose pour le Louvre à Abu Dhabi, etc., etc. Donc, c'est le fameux phénomène des musées satellites. On observe la même chose depuis quand même un bon nombre d'années avec nos universités. Hein, qui dit Université de Sherbrooke à Longueuil, etc., etc., etc. On peut questionner cette logique-là à un moment donné. Ça devient un peu fou comme logique. On tente à aller chercher du territoire, aller chercher pour les musées et les universités
pratiquement une clientèle. Hein. Là, on parle quasiment en termes de clientèle. Donc, je pense que les conditions économiques étant ce qu'elles sont, le musée doit être de plus en plus performant sur le plan budgétaire, doit donc aller chercher davantage de visiteurs. Si ce n'est pas sur son territoire immédiat, il va aller les chercher sur d'autres territoires. Et on ajoute à ça, en parallèle et en transversalité, ces nouveaux moyens-là médiatiques qui nous permettent d'étendre un territoire identitaire. Donc, si on ne va pas le chercher là, on va aller le chercher ailleurs. Et certaines études ont prouvé quand même que par des figures, des propositions médiatiques en spermologie, ça amène des visiteurs au musée. Alors, ça aussi, c'est une grande crainte. On va vider les musées. Les gens, si les gens le voient à l'écran, pourquoi aller au musée? Bien, il reste que quand on va au musée, l'objet est présent. Quand on regarde ce qu'il y a, on apprécie ce qu'il y a à l'écran, l'objet n'y est pas. Donc, tout ça dans un champ complémentaire, je le rappelle. Alors, pour moi, donc, je pense qu'il y a un contexte économique, un contexte médiatique qui a amené une perméabilité puis aussi une amplification du territoire médiatique.